Bonsoir à toutes et à tous, re-bienvenue dans Scandale Isote. Oui, c'est le retour en force avec la même team. Rebonsoir Ménel, rebonsoir Nordine. Bonsoir. Et oui, nous sommes de retour avec un nouveau sujet, donc toujours un sujet scandaleux. Ce soir, nous allons parler de l'appropriation culturelle de certains pays par les autres dans le monde de la mode. Et pour parler de ce sujet, nous avons avec nous le styliste et designer Edine Belmadi. Bonsoir Edine. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Edine. Comment vas-tu? Super, et vous? Ça va, super. Alors Edine, dis-nous comment t'as passé ce confinement. Ah, j'adore poser cette question. Hein. Ah ouais. Moi j'aime pas, ça me rappelle. Ça me rappelle une mauvaise période. Ménette, t'as déjà raconté ton histoire, donc on s'en fout. On veut écouter le confinement d'Edine. J'ai pété des câbles et je me suis arraché les cheveux, voilà. Sérieux? Et ouais, j'en pouvais plus. Ah, c'est pour ça que je me posais la question. J'ai moins de volume. Ouais. À toi Edith, tu veux nous raconter ton confinement? Franchement, j'essaie d'apprendre l'alphabet à mes chiens, mais ça n'a pas marché. Alors, il est pire que Ça Ménel. va, on s'occupe comme on peut. T'as appris à cuisiner ou non? Du riz, des pâtes. Pendant 2 mois. C'est pas mal, hein. Oh, c'est très bien. Des plans bidons. Je te jure. Ah oui. Alors, comme je disais, notre sujet, l'appropriation culturelle. Aïe, aïe, Depuis plusieurs années maintenant, l'industrie de la mode s'est fréquemment vue accusée d'appropriation culturelle. Je vais dire qu'on peut s'inspirer, mais pas s'approprier une culture qui nous appartient pas. Donc on a tout vu dans ce monde de la mode. Le port d'une coiffe amérindienne lors d'un défilé Victoria's Secret, les turbans chez Gucci, Chanel qui s'est fait aussi accuser après avoir fabriqué et commercialisé un boomerang, inspiré de l'artisanat des cultures aborigènes d'Australie. La liste des marques ayant pu tomber dans le piège de l'appropriation culturelle est assez longue. Et avant de parler de tout ça, je demande à Nordine de nous définir l'appropriation culturelle. C'est quoi l'appropriation culturelle? Alors, l'appropriation culturelle, c'est l'utilisation par une personne ou un groupe de personnes d'éléments culturels appartenant à une autre culture, généralement minoritaire, d'une manière qui est jugée offensante, abusive ou inappropriée. Et l'opposé de l'appropriation culturelle, c'est le consentement, en fait, avec la culture pour pouvoir utiliser la culture de quelqu'un, en fait. Donc, par le bénéfice qui est fait à la suite de l'appropriation culturelle. Mais il y a des gens qui disent que c'est un hommage pour se défendre. Oui, donc En quelque sorte, c'est un hommage. Ça T'en peut être penses un quoi, hommage. ça peut être un hommage si justement le terme, le consentement et le bénéfice de ce que rapporte l'appropriation est respecté. Oui, et si le pays d'origine est mentionné aussi. Exactement. On peut faire un défilé. Je pense à Hermès qui a fait un défilé dans le thème de l'Inde, donc très indien. Qui étaient fabriqués par des artisans locaux en Inde et qui ont touché un pourcentage sur les ventes de cette collection. Là, c'est un hommage. D'accord, donc là, c'est pas l'appropriation culturelle. Et dis-moi, Edine, est-ce que le pire dans cette appropriation culturelle, c'est l'appropriation des tenues traditionnelles? C'est horrible. Ça me rend malade parce que quand... Je peux dire ce que je veux ou pas? Oui, bien Bien sûr. sûr, sur IRM.radio et surtout dans Scandale Isote, on dit tout. Ouais, il y a le pire juste avant toi, donc. Ok. Et le pire. Ça va. Donc qui c'est récemment, il y a Guo Pei qui est une asiatique, qui est une chinoise. Il y a eu Jean-Paul Gaultier. Quand ils font des choses qui sont clairement et ostentatoirement des karakou, on crée au génie. Quand c'est moi qui le fais, c'est un truc de bico. Tu vois le truc? Oui. C'est ce qui est dérangeant. C'est que quand Saint-Laurent a fait, ou quand Chanel a fait des karakou pour leur défilé, ou quand Givenchy a fait des tenues Shawiya, Dolores et tout ça, waouh, c'est des génies. D'originalité, ouais. Voilà, c'est des génies, waouh, ils s'inspirent du monde entier, alors qu'ils ont aucun lien avec le pays,
aucun droit sur cet héritage, tout ça. Et quand c'est un jeune, enfin quand c'est une marque orientale, enfin un créateur oriental ou maghrébin ou quoi que ce soit qui le fait, bah c'est un truc de bougnoul. Exactement, je suis totalement d'accord. C'est un peu du racisme, si je peux dire. Et bah l'appropriation culturelle et du racisme. Hein. Ça descend, enfin pour moi ça découle du colonialisme. Ouais, c'est exactement. Ça. C'est que c'est du vol de culture donc. Vol de culture et c'est l'appropriation de tout un héritage parce que on est supérieur, on a le droit. Et sans consentement. Sans consentement, exactement. Bravo Nordi. Tu commences. Est-ce que vous pensez que l'appropriation culturelle est parfois un piège? Peut-être ces marques veulent juste s'inspirer, mais elles tombent dans ce piège d'appropriation. Ou vous pensez que c'est voulu? Quand Gucci fait des bracelets berbères, qu'il les vend, je vais pas dire une bêtise, mais entre 600 et 2000 euros, que c'est des bracelets qu'on trouve au marché à Marrakech ou à Alger ou à Béjaïa. Ou à Béjaïa. Ouais, mais c'est clairement, j'ai une amie, elle avait le même. Elle avait le même, donc ça veut dire qu'ils l'ont acheté dans des. Et ils l'ont copié à l'identique. Ils l'ont copié à l'identique, et sauf que le bracelet en vrai il vaut 30 euros. Dinars. Ouais. À Béjaïa, tu le payes 2000 dinars. Ouais, donc c'est 10 euros. C'est ça. Ouais. C'est terrible comment toutes ces grandes marques, ces grandes maisons de haute couture volent la culture des autres pays en fait. C'est terrible. C'est ça. Moi je suis sensible quand ça parle du Maghreb parce que je suis définitivement maghrébin, mais c'est valable pour les Amérindiens, c'est valable pour les Aborigènes, c'est valable pour les Africains, c'est valable pour les Chinois, mais en fait c'est pas valable que pour eux. C'est aussi valable pour nous. Pourquoi si demain Gucci fait un défilé avec du wax, on va crier au scandale. Mais quand ils utilisent des bijoux berbères, personne n'en parle. Ouais. Pourquoi c'est plus valable pour certaines régions et moins pour d'autres? Est-ce que c'est nous qui... C'est totalement nous. Alors là, on va rentrer dans un autre débat qui, moi, me tient à cœur. Voilà. Je pense que nous, notre communauté maghrébine, on va dire, ne médiatise pas notre combat, en fait. Ouais, on courbe les chines facilement. Exactement. On se laisse faire, on se laisse marcher dessus. Et moi, je pense qu'il est temps que nous, notre communauté, se lève, en fait, face à ces dictats de la mode. C'est vrai. Voilà. Mais par contre, quand c'est qui avait fait un niqab de sport? Decathlon. Decathlon. Ah, par contre, quand Decathlon fait un niqab de sport, c'est là, tout le monde se lie contre eux et jusqu'à ce qu'ils le retirent. Mais le caracou, c'est pas grave. Le caftan, c'est pas grave non plus. Mais c'est pas la faute des autres, Edine. C'est notre faute à nous. Parce qu'on se révolte pas, on dit rien, on dit rien du tout. Et c'est surtout la faute des designers et des stylistes parce que c'est à vous de parler. Surtout que là, il y a les réseaux sociaux. Bien sûr, mais je passe mon temps à faire ça. Au bout d'un moment, je vais passer pour le mec qui gueule tout le temps dans sa story. Il faut aussi que les autres personnes lui donnent de la force. Tu peux pas faire tout seul, tu vois. Donc clairement, quand j'en parle, oui, je reçois des messages de soutien, mais il y a personne qui partage, il y a personne qui même me relaye des informations ou qui donne son point de vue publiquement. C'est bien beau de me soutenir en privé, mais publiquement, il faut le faire aussi. Exactement. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des personnes qui sont de la même origine que toi, avec le même problème, confrontées au même problème, et avec cette passion de la mode pour pouvoir aussi faire monter... le milieu de la mode, tu sais, c'est un milieu de chiens, il n'y a pas de soutien. C'est s'il y a de l'argent, ok, s'il n'y a pas d'argent... Tant que je te fais pas d'ombre, tu vas m'apprécier. Mais... Ouais. Puisqu'on parle du Maghreb, je vais poser une question qui fâche. Allez, moi je sais c'est laquelle. Ma réponse elle est toute prête. Edine, allez. Le caftan est algérien ou marocain? Non, je pense que je suis assez calé sur ce sujet pour pouvoir répondre. J'ai travaillé pendant 10 ans pratiquement avec une créatrice marocaine. Donc clairement je m'y connais. Tu t'es disputé avec elle? Non. Pour lui dire le caftan est algérien? Alors le caftan est ottoman. Le caftan est ottoman, il est arrivé en Tunisie, en Algérie par les Turcs, par définition les Ottomans, qui se sont arrêtés à la porte du Maroc. D'accord. De là, tous les pays qui ont été ottomans ont le caftan en héritage. Tous ces pays-là portaient le caftan
qui était un vêtement d'homme de base et non un vêtement de femme, qui était par définition une pièce en velours brodée au fil d'or, ouverte de haut en bas. Et de là, en fait, je pense que c'est une erreur de langage. C'est une erreur de... Je sais pas comment on appelle ça quand on fait des erreurs de langue. Je sais pas comment dire. Je ne vois pas. Peu importe. Le Maroc a fait sa version du caftan, qui est le caftan marocain. Ça ne veut pas dire que le caftan est marocain. Marocain, ouais. Voilà, c'est comme le couscous marocain, c'est la recette marocaine du couscous. Ça ne veut pas dire que le couscous est marocain. Ouais. Ou comme le Selecto, on peut appeler le Selecto le coca algérien, ça ne veut pas dire que Coca-Cola c'est algérien. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est par définition, c'est ça. Ils ont fait leur version du caftan, qui est devenu le caftan marocain. Point. Ce n'est pas le caftan, il est ni français, ni marocain. Absolument pas. Grave. Quoique Napoléon, je pense qu'il en a porté. Il portait des mini caftans. Mais il est pas marocain, il est pas algérien, il est pas tunisien. Et il est turc. Il est ottoman. Voilà. On n'a pas trouvé la réponse. Arrêtez de vous disputer les Algériens et Marocains. Vous avez le caftan version algérienne, caftan version tunisienne et version algérienne. Voilà, les Égyptiens ont porté le caftan, les Libanais, ils ont des caftans. Enfin, il y en a autant qu'il y a de pays et autant de versions. En fait, c'est tout simplement ça. C'est juste que le Maroc a tendance à mettre le mot marocain derrière tout. Donc après, en fait, ça devient une erreur un tic de langue. En fait, c'est comme ça. Non mais à les entendre, les Marocains, ils ont tout inventé, tout créé. Moi, je les kiffe. Ils sont forts en com, je te jure. Pas comme nous, hein. Nul agi, on devrait prendre modèle sur eux. Et du coup, mais mon sang algérien me fait dire que le caftan algérien est le plus beau. C'est autre chose. C'est un style totalement différent. Je dis rien. Et du coup, quand vous dites qu'il y a différentes versions, c'est-à-dire que le caftan marocain avec la grosse ceinture, c'est leur version à eux, ou il est arrivé comme ça de Turquie? Alors, le caftan avec la grosse ceinture, la pièce, en fait, le Maroc a deux types. Ils ont la takcheta. Ouais. Donc la takcheta, c'est une pièce en satin couverte d'une autre pièce en satin plus légère. Ouais. C'est beaucoup plus léger que le caftan. C'est donc deux pièces, la takcheta par définition. Et il y a le caftan, leur caftan, il est pratiquement identique au caftan qu'ils ont pu, algérien duquel ils ont pu s'inspirer clairement. Sauf qu'après ils l'ont travaillé avec ils le travaillent avec des galons d'or et tout ça. Nous on travaille avec la broderie. Nous il y a dans le vrai caftan il n'y a pas de galon. C'est brodé. Et nous normalement aussi il y a un pan. Ça fait partie des codes. Bizarre, dans la broderie il y a un pan. Et pan, l'oiseau. Hein. Oui. Ouais. Parce que le pan est symbolique. Ouais, c'est symbolique, c'est noble, Taos. Et donc le caftan marocain, donc il est par définition plus léger. D'accord. Voilà. Enfin, léger, faut le porter après. Et il est fait de 2 pièces. Ouais, et il est fait de 2 pièces. Ouais. Voilà. Parlons de symbole. Tu as parlé d'un oiseau. Edine, pourquoi ton symbole c'est l'abeille? C'est quoi cette histoire avec l'abeille? Il y a plein de symboles avec l'abeille. En fait, si vous regardez mon abeille, elle ressemble à un bijou touareg. Et elle a un côté un peu aussi art déco. Et en fait, parce que quand j'ai créé ma marque, je me suis dit, ok, par définition, j'ai été élevé que par des femmes. Donc je suis définitivement féministe. Et du coup, l'abeille, c'est l'animal où la femme règne. Où la femme gouverne. Et mon but, c'était aussi que la femme algérienne retrouve sa place dans la société actuelle, qu'elle puisse s'épanouir. Et il y a aussi le côté de travail pour la communauté en communauté. Donc je prends des mannequins maghrébines, je prends des photographes maghrébins. Enfin, je suis pro-Maghreb, clairement. Et il y a une pénurie de mannequins d'origine maghrébine. La diversité maghrébine, on la voit pas. Dans les défilés, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. On va mettre une chinoise et une black qui va être noire et benne, parce qu'il ne faut pas de métis non plus. Mais on va pas mettre de maghrébine, tu vois. Et j'ai appelé Edith pour mon défilé. Ils m'ont dit clairement, on n'en a pas parce que les marques n'en veulent pas. C'est terrible. C'est pour quelle raison? Les marques n'en veulent pas. C'est pas parce qu'on ne correspond pas au marché. Pourtant, je connais des filles qui sont en mensuration d'agence, qui ont tout pour être mannequin, mais je sais pas. Il n'y en a pas. Celles qui ont réussi, en tout cas, elles n'ont pas réussi en France. Ouais. Elles ont réussi via les États-Unis. Même actuellement. Mais j'ai 2 mannequins égéries, elles sont toutes les 2 en agence, mais c'est pas des agences qui font les défilés haute couture.
Ouais. C'est terrible. Edine, tu dis tu es pro-Maghreb et on sait que tu as un deuxième prénom français, mais tu as choisi d'appeler ta marque. Ta marque Edine Belmadi, c'est un prénom et nom typiquement arabe, algérien, oui. Pourquoi? Alors, je m'appelle Xavier. Edine, c'est une longue histoire, mais ma mère, quand elle a accouché, elle pensait accoucher d'une fille. Et mon père n'était pas là. Ouais. Et il lui avait dit, au début de la grossesse, il lui avait dit c'est un garçon, je vais l'appeler Edine. Sauf que quand elle a accouché, elle se rappelait pas. On lui a dit c'est un garçon, elle se rappelait pas du prénom de mon père. Et il y a ma grand-mère qui est arrivée, qui lui a dit ah, si moi j'avais un fils, je l'aurais appelé Xavier. Ouais. Donc du coup, ma mère elle s'est retrouvée comme ça devant la porte, elle a dit bon Xavier. Et du coup, toute ma famille la famille du côté de mon père m'ont toujours appelé Edine. Et surtout ma grand-mère, la Rahma. Et en fait, ma marque, elle a été créée après le décès, juste derrière le décès de ma grand-mère. En fait, c'est le décès de ma grand-mère qui m'a fait venir sur Paris et qui m'a fait lancer ma marque. Donc c'est un peu en hommage à Leïla Belmadi, c'est son nom à elle aussi. Donc comme ça, c'est un hommage à ma grand-mère. Tu t'es pas dit qu'avec Xavier, ça allait être difficile et qu'avec Xavier, tu pouvais... ça m'énerve parce qu'on me l'a dit plusieurs fois. Avancer. Mais si t'aurais appelé ta marque Xavier... En plus, Xavier, c'est un beau nom de... Ouais. Ça accroche. C'est bien Aristo, tu vois. Non, mais du coup, on me l'a dit plusieurs fois, mais... Azine Alaya a réussi, non? Elissab a réussi, Zuher Murad. C'est mon identité, ça correspond à l'histoire de ma marque, à l'histoire de sa création, à l'histoire de mon enfance, des souvenirs. Enfin, l'Algérie, je l'ai connue à 18 ans. Et avant, je la connaissais pas, je la connaissais qu'à travers les récits de ma grand-mère qui me racontait. Donc, en fait, j'espère transmettre avec ma marque mon fantasme de l'Algérie, en fait, tout simplement. Ouais. Donc ça vient de là. Parle-nous un petit peu de tes débuts. Oh. Tu disais que tu es venu à parler. C'est beau de parler des débuts, moi j'aime bien ça, ça donne envie. Ça donne envie. Ça donne de l'espoir aux jeunes aussi. Ça donne l'espoir. En fait, ouais. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment t'as commencé? Comment t'as cousu ta première robe? Alors j'ai perdu ma grand-mère. J'ai pris mes clics et mes claques, j'ai quitté Chalon-sur-Saône et je suis venu sur Paris. J'ai passé quelques nuits dans le métro, après j'ai trouvé un travail, après j'ai trouvé un petit appartement, etc. Et après quand j'ai commencé à me faire un peu d'argent, j'ai acheté des tissus et j'ai fait mes premières robes parce que j'en ai fait 4 ou 5. Et j'ai fait un shooting à l'arrache avec mon iPhone dans la rue avec une jolie fille qui était une de mes amies. C'était en quelle année? 2015, je pense. Ouais, 2015. Et puis j'ai lancé sur Instagram. C'est ça la motivation. C'est ça. Ouais. Mais t'as toujours eu envie de te lancer dans la mode? Depuis gamin. Wow. Depuis toujours. Et c'est grâce à... C'est dans le rêve? Ouais, je regardais les défilés de mode avec ma mère, je regardais la Nounou d'Enfer, tu vois, genre c'était... Et je disais, ouais, je vais être créateur, moi aussi. C'est mon enfance, ça. Ouais. Et du coup, voilà, ouais. Ça a été l'élément déclencheur en fait et grâce en fait je suis totalement un créateur d'Instagram. Genre j'ai totalement débuté sur Instagram et j'existe juste grâce à Instagram en fait. Instagram c'est la plateforme pour les jeunes créateurs. Ouais. C'est ça, tout à l'heure on parlait des points négatifs des réseaux sociaux, mais parfois il y a du positif. LinkedIn est la preuve. Mais oui, exactement. Il faut savoir les utiliser. C'est ça, exactement. C'est ça. Ouais. Et ça a été difficile ou quand tu as publié tes robes, ça s'est passé comment? Il n'y avait pas beaucoup de créateurs algériens qui faisaient des choses un peu modernes, un peu fraîches sur les réseaux sociaux, donc forcément les pages algériennes elles ont tout de suite kiffé, elles ont partagé, les influenceuses algériennes c'est joli et tout machin, elles ont commencé à me demander des collabs et puis petit à petit l'oiseau fait son nid. C'est trop bien. Ouais. Edine, tu rajoutes toujours une touche africaine à tes pièces et c'est ce qui leur donne une touche d'héritage culturel, je dirais. Je suppose que c'est voulu, c'est ton but. Ah oui, clairement. Clairement, genre toutes mes pièces, elles racontent une histoire, que ce soit... Enfin, il y a toujours un détail qui rappelle l'Afrique, je dirais pas peut-être l'Afrique dans son ensemble, mais au moins l'Afrique du Nord. Ouais. Est-ce que parfois
parfois t'as pas peur de tomber dans ce piège d'appropriation culturelle? Bah non, parce que c'est ma culture, c'est moi. Moi, j'ai pas de problème. En modifiant. Je peux faire de l'européen, de l'africain, j'ai le droit, c'est à moi. C'est vrai. Attention à ce que tu dis, Nazi. Mais tu essayes toujours de moderniser le de moderniser, karakou. Oui. Mais du coup, ça fait partie de ton identité aussi. Oui. Donc du coup, le mélange des deux. Bien sûr. Non, mais je parle pas que de la culture française et la culture algérienne. Ah oui. Je Les parle autres des cultures, pays, par les exemple autres asiatiques, cultures. etc. Ouais, mais l'Algérie, je m'inspire je pas sais du que tout c'est de son l'Asie, pays. donc clairement. C'est pas dans son travail. Si tu aurais vu son Ouais. compte Instagram, si tu avais vu son compte Instagram. Bah oui, j'ai vu. C'est pour cela que je l'ai invité maintenant. C'est pas d'autres cultures. Ah ben moi, depuis des années, je le suis, je regarde ses robes. La pauvre. C'est Edine qui fera mon karakou pour mon mariage. Hein. Le mariage qui va venir très loin. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Trouve-moi un mari. Oh mon dieu. Oh misère. J'espère qu'on n'est pas J'espère écouté. qu'il n'entend pas. Je rigole. Oh, bah rattrape-toi. Hein. Rame. Je crois que ce soir, Là, il n'y aura vraiment plus de mariage. là, ça va être la guerre. Je porterai pas mon karakou. Edine, parlant du karakou, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Pour moi, c'est la quintessence de l'opulence, de la beauté, de la féminité, de tout ce qu'il y a de bien en Algérie. C'est une définition. Non, c'est ma pièce préférée. Déjà, ça reste une veste, donc je peux la travailler aussi bien de façon occidentale que de la façon maghrébine. J'ai envie de dire orientale, mais bon, après on va dire rien, on n'est pas orientaux, on n'est pas. Voilà. Et j'adore le Sero Shalka en fait. C'est le Sharka, le Badroun, ce qui va sous la veste, la jupe avec les fentes, tu vois. Vas-y, moi je savais. La jupe fendue sur le côté et fermée à l'entrejambe, genre je trouve ça. Ah oui, c'est le Shalka, ok. Ah, c'est mon accent qui est nul. La blédarde qui parle. Non mais en revenant sur les karakou, je sais pas si je le prononce bien, mais t'avais eu un petit buzz. Nous, Jacqueline. Ok, je parle plus. Non, il me semble qu'il y avait eu un petit buzz comme ça par rapport à Zara qui faisait Zara, H&M, Mongo. Ils ont tous fait. Tous. Ok, mais elles nous ont fait les trois, donc c'est très bien. Ok, ils avaient bien fait de le dire alors. De karakou et tout, et les personnes sur les réseaux se sont enfin, t'as eu quelques personnes qui se sont indignées. Ouais, j'en ai eu qui se sont indignées. Il y a, mais en fait, le problème, c'est que les personnes indignées, elles ont toutes été en acheté, puis elles ont toutes fait des OOTD mais c'est totalement oriental, tu vois. Et les Marocaines, elles le portaient sans savoir que c'est algérien. La Française, elle le porte sans savoir que c'est algérien. La Chinoise, elle peut le porter sans savoir que c'est algérien. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça l'appropriation culturelle aussi. C'est que tu donnes l'impression que c'est une pièce Zara. Voilà, c'est une pièce Zara. Point. Ça n'a pas d'histoire, ça n'a pas d'origine, ça n'a pas. Et c'est ce qui est dommage. C'est terrible. C'est malheureux. C'est malheureux, oui. J'allais parler de Kim Kardashian, la célèbre Kim. Qui est algérienne. Non, marocaine. Ouais. Je rigole. Donc, Kim n'est pas passée à côté de l'appropriation culturelle. Ah ouais. L'année dernière, elle l'incarne même. Kim a créé sa nouvelle marque de lingerie qui porte le nom de Kimono, n'est-ce pas, Ménel? Yes. Ouais, elle a changé derrière. C'est ça, ouais. Elle l'a changé après. Ouais. Mais initialement, elle l'avait sorti du nom de Kimono. Ouais, et ça a fait un Kimono qui est une tenue asiatique, c'est le nom d'un vêtement asiatique, donc c'est l'appropriation culturelle. Et qui n'a absolument rien à voir avec son kimono. Exactement, ouais. Mais elle avait dit justement, elle a pas bien sûr qu'elle n'a pas aimé le fait qu'elle a été accusée d'appropriation culturelle, car elle disait qu'elle savait pas que kimono était un vêtement asiatique, mais c'était kimono. Donc kimono, c'est pas un vêtement. Oui, c'était un jeu de mots avec son nom. Ouais, c'est ça, mais bon. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, est-ce que parfois je pense qu'elle a bien peaufiné son message d'excuse. Elle a même reçu un courrier du gouvernement japonais qui lui disait de
de changer le nom, quoi. Non, mais là, elle dépose une marque en plus, donc ça veut dire qu'après, tu peux plus rien. Tous les vêtements qui s'appellent kimono, tu dois changer. Enfin, exactement. Ça n'a pas de sens. Mais en plus, et elle a une équipe derrière elle quand même. Ce que j'allais dire. Hein, elle a une équipe. Et elle s'est pas levée un matin en disant tiens, je vais faire de la lingerie, je vais l'appeler kimono. Exactement. C'est une équipe qui lui a proposé une dizaine de noms. Elle a choisi celui qui lui plaisait, et puis elle a pris celui-là. Point. Elle s'est gourée. Exactement. Mais sa sœur Courtenay est avec un Algérien, donc on lui pardonne. Algérien qu'elle a quitté, hein. Donc mais Younes fait lui un bébé. On veut un Algérien chez les Kardashians. T'imagines? Si vous avez des problèmes avec Edine, vous lui dites que vous êtes Algérien, il vous pardonne. Vous êtes Algérien, moins 50%. Code promo. Elle s'apprête à devenir influenceuse Manel. J'ai déjà mon agence. Aïe aïe aïe. Et du coup, Edine, je voulais savoir par rapport à tes débuts et maintenant, l'évolution, elle est constante. Ça s'est monté à un moment donné, ça s'est arrêté après. Alors, ça en ce moment c'est calme. En ce moment c'est calme. C'est à cause du confinement. Voilà, exactement. Même en ce moment, ma communauté n'est pas très engagée sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc j'ai l'impression de nager dans. Elle est silencieuse, la communauté maghrébine. Ouais, déjà. Enfin, je sais pas quel genre. À part pour se plaindre, enfin pour critiquer. Pour critiquer, c'est la première. Hein. Ah, j'aime pas les chaussures. Oui, bah. C'est pas moi qui les ai faites. Pas le sujet. Tu les porteras jamais. Non, mais ils sont occupés. Et en fait, ces jours-ci, la communauté maghrébine et surtout algérienne, ils se font une proie. Et ils se jettent sur une personne. La semaine dernière, c'était Shirin Boutella et aujourd'hui, c'est comment elle s'appelle, Sohila qui est chanteuse. Ouais, mais Sohila aussi, elle a fait un blackface. Mais et tout le monde lui a dit, tout le monde lui a mis en commentaire pendant 3 jours. Elle a laissé la photo, tout le monde lui disait, des gens qui l'ont en ami lui ont envoyé des messages privés pour lui dire ça se fait pas, ça se fait pas. Voilà, tu l'enlèves, tu fais un message d'excuse, point. Non, moi je suis sûr que la moitié des gens qui la critiquent, ils savaient même pas ce que c'était un blackface avant. Voilà, mais moi je la critique pas, mais cette photo-là, elle l'a mise il y a une semaine ou plus. Il y a plus. Et il n'y a personne qui a parlé. Les pages algériennes, il n'y avait personne qui a réagi. Mais alors maintenant. Là aujourd'hui. Le sujet, tu regardes l'Instagram en Algérie, c'est ça. Ils y vont. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de devenir un monde où parler de ses origines, ou parler des origines des autres, ça devient de plus en plus difficile et de plus en plus délicat. Voilà, chercher le mot. Genre, tu marches à tatillon en fait, tu vois. Tu es arabe. Je veux pas t'offenser si je dis arabe. Hein. Non, c'est maghrébine. Ah, ok. Faut pas dire noir, faut dire black. Non, faut pas dire black, faut dire africain. Non, il faut pas. Tu vois, les Africains sont pas tous noirs. Ah, ok. Alors, tu vois, genre c'est compliqué, tu vois. C'est de plus en plus dur. C'est ça. Du coup, j'ai pas eu la réponse à ma question. Ouais, l'évolution de ma carrière. Mais toujours nous, hein. Heureusement, Nordine est là pour. Grave, il nous remet sur le droit chemin. Tu disais que ta communauté était un petit peu. C'est un petit peu calme. Après, il faut faire du contenu. On ne pouvait pas en faire pendant ce temps-là. Exactement. Mes ateliers sont encore fermés. Parce que mes brodeurs sont à l'étranger, mais là-bas ils sont toujours sous confinement. Je sais même pas s'il est encore en vie pour te dire. Mais t'as des ateliers ici en Ile-de-France. Ouais, mais pas les brodeurs. D'accord. Les brodeurs, ça, si je les en France, mais Caraco, je les vendais. Donc t'importes les broderies. La broderie, je la fais faire, après tu la retravailles à ta après façon. Je le monte en France. D'accord. Mais c'est assez constant. C'est assez constant, c'est assez équilibré. L'année dernière, j'ai fait un défilé le 8 mars. Après ça a été la tempête, aussi bien au niveau des commandes que sur les réseaux sociaux et tout. Mais là, j'ai forcément moins de contenu à proposer, j'ai forcément moins d'interaction et moins de visibilité, on va dire. Surtout que les mariages restent interdits. Les mariages restent interdits, on ne sait pas jusqu'à quand. J'avais des mariés qui devaient aller se marier au bled, je ne savais même pas si elles peuvent prendre l'avion pour y aller, enfin c'est compliqué. Ça, les vols n'en parlent. Tu sais de quoi tu parles. Tu sais de quoi je parle, je veux dire. Bien sûr. C'est bloqué 3 mois et demi au bled.
Et du coup, ta clientèle, c'est principalement des Algériennes ou ça peut être... J'ai eu des Marocaines, j'ai eu des Tunisiennes, j'ai eu des Françaises, mais il y a toujours un lien avec l'Algérie. D'accord. Il y a toujours un Algérien qui épouse un Algérien, voilà, etc., qui veut une tenue traditionnelle. Exactement. Et tu fournis uniquement pour les mariages ou bien... À la base, pas du tout. À la base, je voulais pas du tout faire de mariage. Oui, mais genre, c'est clairement ma marque, c'est pas une marque de mariée, je voulais rendre fashion, je voulais rendre accessible une tenue qui fait partie de notre patrimoine et qu'on puisse le porter aussi bien pour aller boire un verre avec ses copines que pour aller manger avec son date du moment, enfin tu vois. Et en fait, c'est ça qui est compliqué avec les 90% de ma clientèle, c'est des futurs mariés. Non, parce qu'on a l'habitude de voir des caracous chargés et tout, et on a envie de changer. Il y a beaucoup d'Algériennes qui se reconnaissaient pas dans les tenues traditionnelles et qui, grâce à moi, entre guillemets, elles me disent j'aurais jamais pensé porter un caracou, mais les tiens, je veux. Donc elles viennent parce que ça leur correspond plus, parce qu'on n'a plus les mêmes codes que nos grands-parents, on n'a plus les mêmes codes que nos arrière-grands-parents. Des sarouels en aluminium, c'est fini, tu vois. Genre, Donc ça t'a ouvert en fait un champ auquel tu ne t'y attendais pas au début. C'est ça en fait. Je fais pas non plus en fait, ma clientèle, c'est typiquement la mariée qui ne veut pas d'une négafa avec 300 kilos de cristaux sur elle. Tu vois, 300 kilos de perles et tout ça, elle en veut pas, donc elle est plutôt sobre. D'ailleurs, beaucoup de mes maris commandent du noir. Ah ouais? Tu vois, énormément de noir. Les mamans sont jamais d'accord et la fille elle veut toujours du noir. Imagine. Moi j'aime pas la couleur violet, mais j'ai vu sur ton Instagram. On t'a pas donné ton avis. Ah non, moi je parlais du caracou. Laisse-moi m'exprimer. Elle s'énerve. Si tu veux pas faire comme tout le monde, tu commandes la couleur émeraude. Émeraude. Vers émeraude, c'est sympa. Ouais, mais j'ai vu un caracou en violet. À n'importe quelle fille, la couleur ressort bien. C'est super beau le vert émeraude. Ouais. Bon, elle a kiffé le violet en tout cas. Moi j'ai kiffé le violet. J'aime pas la couleur violet, mais. T'as ça en stock? Même pas. Je suis en train de passer sa commande là en fait. Ça va lui coûter cher, il a même pas de violet. Et Dean, qu'est-ce qui diffère tes créations des autres créateurs? Oh là là. Déjà, je travaille plus que les autres. Je propose plus de contenu. Conseil pour les designers proposés. Déjà, j'ai tout un univers. Beaucoup font juste des créations pour faire des créations. Moi, j'ai tout un univers. Mes pièces, elles racontent des histoires. Ma marque, elle raconte une histoire aussi, tu vois. Je suis beaucoup plus, c'est méchant ce que je veux dire, mais beaucoup plus raffiné que certains. T'as le droit de le dire. Mon travail est totalement fait à la main. Il reprend des techniques ancestrales. Beaucoup disaient c'est fait à la main alors que c'est plat comme... La broderie c'est à la main ou la broderie c'est à la main? Toute la broderie est à la main. Il n'y a pas un point de machine. D'accord. Donc forcément ça prend du temps. Et les délais d'attente pour une tenue de conception quoi? Là, il faut après le Covid, c'est 6 mois minimum. 6 mois, ok. Et avant le Covid? Avant, c'était 3 mois. Okay. Une fourchette de... Et tu dis après le Covid parce que t'as beaucoup de commandes du coup après? Non, c'est parce que déjà les commandes que j'ai en cours elles sont en stand-by. Ouais, c'est ça, et que je sais pas à quelle vitesse ça va reprendre derrière. Donc tant que les ateliers ne sont pas rouverts, de toute façon je ne prends pas de commandes. Donc toutes les clientes qui m'envoient des messages, je leur dis que pour l'instant j'en prends pas. Et puis une fois que ça reprendra, je verrai les délais quoi, mais ça va être grave ralenti, c'est sûr. Et tout à l'heure, tu parlais de l'événement du 8 mars 2019. Est-ce que tu comptes refaire ce même type d'événement cette année ou l'année prochaine? Et comme diraient les Libanais, Yarait. Je devais faire un défilé le 29 mai. D'accord. En collaboration, enfin c'était en négociation encore avant le confinement, mais c'était en collaboration avec un gros institut à Paris pour un gros événement autour de la femme arabe. Et du coup c'est tombé à l'eau. Je sais pas si c'est repoussé, si c'est toujours j'ai pas de nouvelles d'eux et puis voilà. C'est dommage. D'accord. Mais j'aimerais bien faire, c'est ce que je préfère faire. Les shootings et les défilés, je préfère, j'adore faire des shootings. Ouais. Donc si vous cherchez un DA, oui, parce que tu restes un couturier, t'es pas négafa, tu vois. Enfin, pas du tout. voilà. Grave. Donc il faut, oui.
Que Dieu me préserve. Faut remettre les choses dans leur contexte. Dans tes yeux, Nordine, l'Aïn. Non mais oui, grave. Ce que j'aime, c'est montrer ce que je suis capable de faire, raconter des histoires à travers mes shootings. Je me fatigue. Non, merci. Non, mais deux fois, Mélène. Mais tiens, il m'a dit la même chose, mais t'inquiète pas, c'est la reprise. Je rigole, t'inquiète. Faut l'excuser. Oui. Edine, comment tu choisis les tissus? Au feeling. Ah ouais? Clairement, j'adore le velours. Parce qu'il n'y a aucune broderie qui ne sortira comme sur du velours. C'est le tissu sur lequel ça ressort le mieux. Après, franchement, c'est au tombé du tissu, au toucher et tout ça. Ça peut être du 100% polyester. Si le tombé est plus beau que de la soie, je préférais du polyester. D'accord. Ouais. Je cherche pas la noblesse à tout prix. Si le tombé il est mieux pour la pièce que j'ai à faire dans un tissu, tant pis. C'est toi qui le choisis ou même tu laisses tes couturiers le faire? Le velours, je les laisse faire. Je laisse les brodeurs choisir le velours parce que comme ça ils voient le grammage et comment le tissu est tissé justement pour voir s'il va bien supporter la broderie. Et après le reste c'est moi. D'accord. Et combien d'heures de travail ça prend pour une tenue comme celle-ci? Ça dépend. La dernière vidéo que j'ai mise sur Instagram, c'est une robe avec 150 types de broderies différentes sur elle. Elle a pris plus de 1000 heures de travail. Ah oui. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Elle doit peser 8 kg ou 12 kg. Genre, c'est pas pour toi, Nadia. Elle l'écrase. Vous êtes méchants. Edine, quelle est ta source d'inspiration? Les femmes. Ma famille, les femmes de ma famille, ma mère. Enfin, au début, c'était énormément ma mère parce que comme elle n'est pas algérienne, je me disais toujours, elle déteste tout ce qui est entre guillemets le cliché arabe, tu vois, les youyou, les musiques trop aiguës, les gâteaux trop sucrés, tu vois, genre. Et toi, t'es tout le contraire de ta mère. Tout le contraire, grave. J'écoutais Warda à fond, le jour où elle est morte, j'étais par terre en train de pleurer, elle me dit qu'est-ce qui se passe? Mais du coup, je me demandais toujours si ma mère, qui n'est pas algérienne, elle porterait ma tenue. Ouais. Et elle l'a fait? Non, en fait, à chaque fois, c'est mon point de comparaison. Est-ce que ma mère, qui n'est pas algérienne, elle pourrait porter ça? Donc après, si je me dis oui, c'est que j'ai réussi. Et elle a accepté un jour de le porter ou... Ouais, un jour, elle a laissé une cliente, elle m'a dit tu veux pas me la laisser? Moi, je pensais que t'avais dit oh c'est pas beau, je porterai pas ça moi. Non. Ouais. Et est-ce que t'as des couturiers référents des modèles? Non. Non, t'en as pas? Non, franchement. J'aime beaucoup Elisab et Zuhair Murad parce que ce sont des créateurs qui sont à la tête de leur maison encore actuellement. Les autres sont pratiquement tous morts. On t'appelle Elisab algérien? Ouais, moi serait temps qu'on m'appelle Edine le roi algérien ou tu vois un truc flatteur, tu vois. Mais ça c'est à cause d'un interview, c'est le titre qui a été donné à l'interview et du coup depuis c'est resté. C'est terrible. Quand j'ai fait Fashion Star à Dubaï, on m'appelait le Saint-Laurent algérien aussi. Mais quand les médias donnent un nom, c'est fini. C'est ça, je suis moi et puis je suis encore jeune, c'est pas grave. Oui. J'ai le temps. Tu as le temps. T'inquiète pas. Tu as parlé de Fashion Star. Ouais. Raconte-nous ton expérience. Oh là là, tu sais que c'était horrible. Fashion Star, c'est une émission. C'est une émission de télé à Dubaï. C'est un peu genre Danse avec les stars. Ouais. Donc c'est un prime une fois par semaine. Et durant le prime, il y a entre guillemets un live. C'était pas un live du tout, mais il y a un espèce de live avec un plateau télé et un public. Et quand tu regardes l'émission, tu nous vois toute la semaine et après tu nous vois sur le plateau. Ok. Et en fait, le but c'était de créer des collections capsules. Donc au départ c'était 3, puis 4, puis 5 tenues, puis 6 sur un thème imposé. Et dans le jury, il y avait Rima Kra, qui est une styliste libano-américaine qui est très connue aux États-Unis, qui habille Angelina Jolie, Jennifer Lopez, Britney, enfin elle habille tout le monde. Et il y avait Hannah Ben Abdelslem, qui est une mannequin tunisienne qui a dû faire une seule campagne en France. Okay. De Guerlain, parfum Guerlain, tu vois. Mais bon, grand mannequin. High level. High level. Et il y avait Ramzi Tabia, qui est directeur artistique, qui était directeur artistique de El Ostura, c'est l'équivalent des Galeries Lafayette au Koweït. Ah oui, ok. D'accord. Ouais. Et d'ailleurs, c'était un chic type, il était très sympa. Et sinon, l'émission, c'était. Pourquoi c'est une mauvaise expérience? Ouais, pourquoi? Alors déjà, je suis rentré totalement bridé.
pas de traditionnel. Des critères, c'est-à-dire que, je vais dire une chose vulgaire après, mais des critères où il fallait 50 cm entre la taille et la fin du vêtement minimum, et avant toute fente. Donc c'est en dessous de ton genou. D'accord. Donc imagine si je fais une fente qui s'arrête en dessous de ton genou, pour moi c'est ridicule, tu vois. Ouais. C'est pas mon style. Ça peut être le style de quelqu'un, mais pas le mien. Et donc je leur ai dit, mais en fait, moi ma clientèle c'est ou des putes ou des blédardes. Je fais comment? Tu sais, genre c'était trash, tu vois, c'était parce qu'ils m'ont énervé. Ouais, voilà, donc je fais quoi? À un moment j'ai mis des pompons sur le vêtement au niveau de la poitrine. Rimakra est venue, elle me les a arrachés. En me disant que c'était trop provocateur. Je lui ai dit, mais pour moi c'est pas provocateur, j'habite à côté du Moulin Rouge. Genre c'est normal, tu vois. On n'a pas les mêmes... C'est une source d'inspiration. C'est ça, exactement. Et en fait, ouais, ils m'ont totalement bridé. Ils m'ont éliminé par obligation de buzz parce qu'il y a une candidate qui avait perdu son père et puis ça allait faire un peu de buzz, donc oui, d'accord. mais je devais théoriquement aller en finale, mais comme il y avait du buzz autour de quelqu'un d'autre, et voilà. Ça fait mal. Et que les autres candidats, il y avait les Libanais et la production est libanaise, donc le Libanais va toujours en finale. Et il y avait une Saoudienne, et la Saoudienne, elle c'est l'Arabie Saoudite qui paye le programme. Donc, même dans les pays arabes, ils sont racistes. Mais surtout, c'est incroyable. Et Rimakra était exécrable. Ah ouais. Et encore avec moi, elle n'était pas trop, mais alors avec certains, c'était un démon, la fille. Donc c'est fou tout ce qu'on voit à la télé. Bien sûr, tu les vois, ils sont tous sourires et tout, mais dès que la caméra elle s'arrête, elle arrête de sourire, elle te parle même plus, tu peux même tomber devant elle, elle te marche dessus, quoi. Alors, rien à faire de toi. Pour te dire, après la finale, donc parce que j'avais une amie qui est restée en finale et on est resté en contact. Trajet. Après. T'as dit quoi? Je voulais voir à quoi ressemble Rimakra là. Et alors? Mais j'ai pas vu, pas de réseau. T'as pas de trajet, merde. Après la finale, elle n'a même pas dit au revoir au candidat. Elle ne leur a pas décroché un mot. C'est irrespectueux. Elle a coupé, elle a enlevé son manteau, elle a mis ses sandales Gucci de merde avec la fourrure là, et puis elle est partie. Ni au revoir, ni bonne chance, ni rien du tout. Je suis le seul, sur les 4 saisons, je suis le seul candidat à qui elle a répondu en message privé. Oh my god. Tu sais, genre après l'émission, ils te laissent dans l'eau, tu te démerdes, y a pas. Et en plus, c'est débile parce que pour le bien de l'émission, c'est bien qu'il y ait des candidats qui aient réussi derrière, qu'il y ait des bons retours. Bah oui. C'est pas juste on nous voit pendant 3 mois à la télé, puis après on est SDF, tu vois. Ils voient pas les choses en grand. Hein. Non, c'est ça. Mais en fait, c'est parce que c'est pour flatter leur ego à tous. Anna, elle flattait son ego, Rim, elle flattait son ego. C'est terrible. Il y avait comment elle s'appelle putain, j'oublie toujours les noms, c'est un problème. Leila Ben Abdesalem, qui est très gentille, elle est très sympa, mais pareil, après l'émission, elle est à Paris, je lui ai écrit, elle ne m'a jamais calculé. Tu vois, et pourtant, elle fait des défilés pour des créateurs et tout ça, elle aurait pu dire, bah voilà, je porte des créateurs de Fashion Star après Fashion Star, parce que... mais non. Parce qu'ils sont juste là pour flatter leur ego. Tu l'as mal vécu après? Ouais, franchement, je suis rentré, j'avais perdu 8 kilos. Je suis déjà pas très gros. Je faisais que des cauchemars. En mode, je rêvais qu'il m'appelait, qu'il me disait viens tourner la finale. Oh my god. Voilà. Là, on comprend pourquoi tu as dit c'est une mauvaise expérience. Ouais, mais je ne savais plus dessiner. C'est-à-dire que toutes mes tenues, elles avaient la même silhouette. Tous mes dessins, ils étaient pareils. À chaque fois que je faisais un trait, j'étais pas confiant dans mon trait. Et t'as mis combien de temps pour t'en remettre? Franchement, on a arrêté le tournage le 23 décembre. Jusqu'en mai, j'étais trauma. J'ai mis 6 mois, quoi. Et t'as fait comment pour t'en remettre? Bah, petit à petit. En plus, après, il y avait la diffusion, donc forcément, je regardais. Toute ma famille regardait. Ma famille. Puis après, ça parle en arabe et en anglais, tu vois. Même ma famille française qui parle ni arabe ni anglais, ils étaient devant la télé. Mes grands-parents, ils m'appelaient, on t'a vu, on est content. Ça, c'est mignon, tu vois, l'exposition. C'est un bon truc, tu vois. Mais en fait, ouais. Si c'était à refaire, je pense que je le referais pas. Et tu as dit tout à l'heure, théoriquement, tu devais aller en finale. Est-ce que la production t'a fait croire dès le départ que tu allais aller en finale ou... Il y a une candidate en demi-finale, il y a une candidate qui a perdu son père. Cette candidate, elle avait un comportement avec la production qui était de pire en pire. Donc du coup, on savait très bien, elle était nominée à tous les trucs. On savait très bien que la prochaine c'était elle. Cette fille-là, elle a perdu son père. Elle est partie le mettre en terre en Jordanie et elle est revenue 2 jours après. Donc et en fait moi quand elle n'avait pas fini sa collection, c'est moi qui l'ai fini. Ouais, en plus. Tu vois le truc. Et après ils ont pris le Libanais et ils ont dit au Libanais de dire ce que moi j'ai dit aux autres.
Genre, venez, on termine la collection de Tatiana et tout, machin. Et du coup, bon, j'ai terminé sa collection pour la faire défiler pendant le Prime. Zerma, honneur, on lui rend hommage et tout. Et après, genre, tout le monde était sûr que j'allais en finale. C'est sûr. Tous les candidats me disaient c'est sûr. Moi, par rapport à l'initiative que tu as prise? Bah, même par rapport au parcours, en fait. Ton travail. Et même si tout le monde me disait, on savait qui allait gagner, tu vois, genre on le sentait. Et quand le final, la demi-finale passe, là ils nous disent bah finalement il y aura un éliminé ce soir parce que Tatiana revient. Donc à la base c'était pas prévu. À la base c'était pas prévu et du coup Tatiana elle revient, elle est pas éliminée forcément. Là c'est moi qui suis éliminé, tout le monde est choqué. Et je sors et là il y a la productrice qui est sortie de son bureau en pleurs, qui m'a serré dans les bras, qui m'a dit dans l'oreille je suis désolé, on voulait te garder en finale mais vu ce qui se passe on est obligé de prendre Tatiana. Mais c'est normalement c'est le public qui vote et les jurys, non? Non, il n'y a pas de public, c'est que le jury. Mais c'est dommage qu'en France on n'ait pas des émissions comme ça. Ouais, mais en France ils sont trop, la mode c'est trop sacré, genre ils sont trop... Ouais. Tu sais, il faut pas que ce soit accessible aux petits peuples. Faut pas que ça soit assimilé à de la télé-réalité. À de la télé-réalité, au petit peuple, tu vois. C'est sacré, c'est dommage, t'as plein de jeunes créateurs. Gueux, tu vois, les gueux ne portent pas de couture, voyons. Oh. Et puis c'est horrible. C'est pas plus mal puisque s'il y avait une émission de ce type en France, il y aurait pas des gens compétents comme Edine, il y aurait des gens compétents comme Edine, mais mélangés à des gens qui sont amateurs de la mode, pistonnés, avec un... Peut-être détruire même les créateurs. Ouais, mais tout le monde en tire son avantage. Exactement. Il aurait eu plus de visibilité, tu vois. C'est sûr. Donc, après, j'ai eu beaucoup de visibilité, mais dans le monde arabe. Dans le monde arabe, c'est ça. Mais après, toi, tu cherches à être connu mondialement, internationalement. Voilà, c'est ça. Et puis en France, et essentiellement en France, parce que je suis basé ici et que ma clientèle, elle est ici. Et qu'on a énormément d'Algériens ici. Tu t'es fait repérer ou tu t'es inscrit? Non, je me suis fait repérer. Ok. En fait, j'ai fait la Fashion Week d'Alger, la deuxième édition. Et dans le retour, je reçois un appel du Liban. Je pensais que c'était Aïfa Ouhabé, mais c'était pas elle. Et ils m'ont dit oui, alors comment ça a été la Fashion Week à Alger et tout. Je me dis c'est qui? Après, elle m'a dit ouais, c'est la production de Fashion Star. On vous voudrait pour... ça commence dans 2 semaines. Ils se présentent même pas, genre. Ouais, grave. Genre, on va ils me suivaient, ils savaient, grave. Et surtout, c'était dans 2 semaines que ça commençait, tu vois. Mais non. Je te jure. Ah ouais. Incroyable. Envoie-nous des photos de toi. Tu sais, genre, je me démerde. Ils sont culottés. Peut-être qu'ils étaient stressés, ils pensaient pas qu'il allait accepter. En fait, ils attendent. Non, en fait, pour participer à l'émission, il faut déjà avoir fait au minimum un défilé professionnel. D'accord. Et une collection. Il y a des critères. Et du coup, ils attendaient que j'ai fait mon défilé pour m'appeler. Ah oui, d'accord. C'est surtout ça. D'accord. Edine, raconte-nous un petit peu les coulisses des défilés. Comment ça se passe? Curieux. Stress, précipitation. Même moi, j'en fais pas, je sais. Beaucoup d'adrénaline. Le jour du défilé, c'est horrible. Moi, j'adore. Niveau pression, Genre, je mange pas pendant 6 mois, je tiens pas debout, j'ai mal à la tête toute la journée, je passe mon temps à me tenir le crâne. C'est comme si tu passes le bac. C'est ça. Mais c'est trop bien, Et puis après, j'essaie toujours de travailler avec des gens que j'aime bien, donc je vais toujours privilégier des amis pour la photo, des amis compétents, des amis qui sont dans le domaine, bien sûr, tu vois, je suis pas comme mon voisin parce que c'est mon voisin, mais toujours des mannequins que j'aime bien ou que j'ai déjà rencontrés ou que je connais. Et c'est important de. Et du coup, il y a une bonne ambiance dans les coulisses. Non, c'est plutôt cool en général. Moi, c'est ma partie préférée de mon métier. De ouf. Ouais. Là, je te parle, j'ai les grattes. On va faire un défilé improvisé. Dehors. T'as perdu tes questions. Elle s'est imaginée en train de défiler, ça y est, on l'a perdu. Elle va tomber au bout du podium. Oui. Edine, est-ce que tu as des projets en vue? J'aimerais bien que l'événement qui a été annulé soit repoussé. Ça serait vraiment un très très bel événement. Le lieu, l'ambiance, le message, tout ça. C'est sur les divas du monde arabe, donc ça me parle forcément, tu vois. J'aimerais bien être invité. Oui, avec plaisir. Avec plaisir, c'est moi qui gère les invités. On est 3, hein. Il n'y a pas de problème. 3, 4, 5 même. Non, pas lui. Le pauvre. Non, je plaisante. Ménel qui attaque notre cher réalisateur. Il m'attaque tout le temps. C'est un événement qui devait se dérouler à Paris? Ouais, à Paris. D'accord. À Paris. Ah, donc on vient sur... Déjà, faut qu'il soit maintenu. Il est repoussé
repoussé, mais on ne sait pas quand. De toute façon, on peut pas faire de défilé pour l'instant. Bah oui, voilà. Puis il va falloir que je fasse la collection aussi, donc il me faut un peu de temps. Monsieur le Président, on veut les défilés. Monsieur Macron, c'est une réclamation. Manu, si tu passes par là. Mais non, il va pas t'écouter, tu critiquais sa femme dans l'émission précédente. Tu sais que j'ai failli habiller sa femme. Ah oui. Ah oui. Bah, il est venu, en fait, j'ai rencontré des jeunes Algériens qui bossaient pour En Marche, et il devait aller en Algérie pour la commémoration de je ne sais quel événement. Et du coup, je dis, bah, si sa femme elle va avec lui, je lui passe une veste, un créateur franco-algérien et tout. Et il me disait, ça serait trop une bonne idée. Donc je leur ai montré le modèle, ils ont kiffé. Sauf qu'elle n'est jamais partie. L'Algérie, ça l'intéressait pas, je pense. Ouais, je pense aussi. Peut-être elle va partir. Peut-être qu'elle était malade ou fatiguée. Ouais, malade. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Et dis-nous comment tu choisis tes mannequins. Alors, il faut avoir des mensurations précises que je ne connais pas de tête, mais il faut mesurer plus d'1m75. Faut du 34-36 aussi. Ouais, Tout à fait moi. C'est du mannequin. Après, le but d'un mannequin, c'est. Oui, tu prends des mensurations classiques. Voilà, c'est ça. En fait, je veux bien arriver et revendiquer des choses, mais je peux pas tout revendiquer d'un coup. Tu vois. Déjà, j'aurais dû m'imposer moi avant d'imposer l'Algérie. C'est une erreur que j'ai faite. Mais en plus, si j'arrive avec des mannequins qui sont pas conformes aux critères des professionnels du milieu, genre je serais totalement pas crédible. Donc je suis obligé de, entre guillemets, de les respecter. Ça me dérange pas non plus, je vais pas mentir, mais peut-être qu'à l'avenir, je serais plus ouvert à faire des défilés comme Dolce & Gabbana avec toutes les tailles et toutes les mensurations possibles, mais Dolce & Gabbana, c'est pas moi. C'est vrai. Et on attend que tu sois Dolce & Gabbana parce que moi je suis là. Voilà, merci. Dolce Hermès, les gars. Je suis le pire invité possible. Je suis le pire invité d'une radio possible. Je fais que de citer des marques. Depuis le début, j'en ai cité 3 autres, moi. Ah bah ça va, t'es un créateur aussi, designer. Tu peux parler de quoi d'autre? C'est 3 fois la jean Dolce & Gabbana, Edine Belmadi et puis Samir Kerzabi à Oran. Totalement. Edine, parle-nous un petit peu oh là là, j'ai perdu mes mots. C'est pas grave. De la concurrence. Voilà. Tu as parlé de Samir Kerzabi. C'est pour ça que j'ai dit concurrence. On a tous un style différent. Oui, j'ai un message tout prêt pour ce genre de questions, tu veux l'entendre? Ouais. J'aime bien ce qu'ils font et tout le monde, on a tous un style différent, chacun son identité. Mon travail, il est totalement différent de leur travail. Je veux la vraie réponse d'Edine Belmadi. Une réponse scandaleuse aussi possible. Une réponse scandaleuse. On est sur Scandalisote. C'est vrai, c'est vrai. Bon, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Tu les piétines. Je suis le roi du karakou en arabe. Tu la vois la concurrence, c'est ça? Ouais, c'est ça, franchement. Et moi j'ai une question d'ordre financier. Est-ce qu'aujourd'hui tu gagnes ta vie à travers ça ou c'est compliqué parfois? Je la gagnais jusqu'à... Il n'aime pas parler d'argent. Moi j'ai demandé une fourchette de prix. Non, fourchette de prix, je la donne pas parce que ça dépend, ça varie de chaque client. J'ai retenté ma chance. Il y a 4 chiffres. C'est pas en dessous de 4 chiffres en tout cas. Mais aujourd'hui, tu te plains pas? Là, aujourd'hui, si. Oui. Il y a 2 mois, non. C'est le coronavirus, ça. Et dans 2 mois, je pense que je me plaindrai encore, tu vois. D'accord. Si tu me trouves dans le métro, s'il te plaît, donne-moi une pièce. Si vous me voyez faire la manche dans le métro, ayez pitié de moi. Non, tu feras des moins 50% sur les karakou. Les ateliers sont fermés, je pourrais même pas te les vendre. Je veux bien te prendre 50%, mais t'es pas sûr d'en savoir la marchandise. Tu peux pas coudre tout seul à la maison, t'es un designer. J'en ferai un par an. Ouais. Ah, c'est ça. T'as fait ça pendant le confinement ou pas? Non, pas du tout. Ma machine à coudre, elle marche même plus. En plus, j'essaie de la faire remarcher, elle veut plus. T'es un mauvais bricoleur. C'est de ouf. Attends, il peut pas tout faire. Hein. J'ai même regardé des tutos sur YouTube pour réparer sa machine à coudre. Le pire confinement. Je te jure. Je pense qu'il n'y a pas de bon confinement. Non, à moins d'avoir 300 mètres carrés avec une piscine, franchement. Exactement, ouais. On peut passer au bled aussi. Ça devait être bien. Oui. T'as une piscine au bled? Non. Putain, tu sais que j'ai pas d'amis avec une piscine. Je connais personne qui a une piscine. Vous connaissez des gens qui ont des piscines? Nourdine, il en a. Non. La baignoire, c'est... Je connais personne. Mais je pense qu'il faut qu'on revoie tous nos fréquentations. Mais ouais, je me posais la même question pendant le confinement, je me disais la même chose.
Edine, est-ce que tu fais que les caracous? Non, justement, je fais tout. J'ai fait de la constantinoise. Quand on parle d'Edine, on l'associe directement au caracou. Après, chaque marque, elle a sa pièce identitaire, tu vois. Tu vas chez Saint-Laurent, c'est un peu pour le cuir. Tu vas chez Chanel, c'est pour les sacs. Tu vas chez Hermès aussi, c'est pour les sacs. J'ai cité 3 marques. Oui, c'est bon. Ouais. T'as pris une bonne leçon d'un vrai journaliste. Grave. Tu viens chez moi, c'est principalement pour le caracou. Après, j'ai fait des robes constantinoises qui ont fait un succès fou l'année dernière, qui ont eu un succès fou, pardon. C'est en velours les robes constantinoises, ouais, c'est ça. Je les ai bien revisitées parce qu'elles n'ont plus grand chose à voir avec le modèle d'origine. Ils ont modernisé. C'est ça. À fond. Ils appelaient, enfin, il y a, tu sais, normalement, ça s'appelle la djebba constantinoise. Après, il y a un créateur à l'époque qui s'appelait Fergani, qui a créé. C'est pour ça on dit là. On dit un Fergani parce qu'il a donné son idée de ouf à son identité incroyable, la sienne quoi. C'est à cette robe là, à cette tenue traditionnelle. Et moi j'ai donné mon identité, donc je veux plus qu'on l'appelle le Fergani. On l'appelle la Edine. La Edine. Moi je l'appelle la Edine maintenant. Je vais dire à ma mère tout à l'heure, coup de pression. Ouais, c'est la Edine. Et voilà, là je travaille sur du prêt-à-porter. J'aimerais bien, de la maroquinerie aussi, je suis dessus, si tout va bien. Donc tu veux pas faire uniquement du traditionnel? Non. Je veux faire de tout et puis je veux voir des gens dans la rue porter mes pièces en fait, tout simplement. T'en as marre de les voir dans les mariages avec Loulou et gâteau. Ouais. T'as fait des défilés uniquement en France et en Algérie? J'ai fait Dubaï avec l'émission, donc il y avait des défilés toutes les semaines. J'ai fait l'Algérie 2 fois, j'ai fait la France 2 fois. Et avant ça, quand je travaillais avec notre créatrice, on avait fait 3 défilés en France. Ouais. Quels sont les conseils, Edine, que tu peux donner à un jeune designer créateur oui. Je reçois beaucoup de messages sur Instagram en plus. Comment je peux faire et tout. Comment devenir un Edine Belmadi? Tu prends tes clics et tes claques, tu dors dans le métro une fois. Voilà, tu te casses, tu tapes la tête contre les murs parce que tu dis qu'est-ce que je fais dans le métro. Je vais rentrer chez ma mère. C'est ça en fait. Parce que c'est les débuts. En fait, les gens pensent que tu détiens le secret de. Non, il n'y a pas de secret, il faut te lancer. Exactement. Il faut te lancer tant que tu le regardes. Ouais, grave. Sucré. Je pense au sucre. Secret, ouais. Sucré. Tant que tu regardes ton projet, t'avances pas, il faut sauter, j'ai gâché des kilomètres de tissu. Ouais. Faut se lancer. Il faut se lancer, il y a des pièces, je les ai jamais sorties, je les regarde, je me dis mais c'est horrible, jamais je vais montrer ça, et puis elles passent à la poubelle. Et c'est comme ça en fait. Et puis il faut avoir une identité. Bien sûr. C'est pas juste être créateur pour être créateur. Il faut réfléchir à l'identité, au message qu'on veut faire passer. C'est du travail. Là, Donc il faut travailler. C'est ça le secret. Oui, c'est le secret de tout, de toute façon. Tu dors pas, voilà, c'est ça. Exactement. Ah oui. Ne faites rien, il faut juste travailler. Ne cherchez pas à comprendre. Est-ce que c'est toi qui choisis les couleurs ou c'est en fonction de la demande du client, pour mes défilés, oui, c'est moi. Après, j'ai des couleurs qui sont qui font partie de mon identité. Donc il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup de noir. Il y a beaucoup de bordeaux, d'or, tu vois, ces couleurs-là. Des couleurs assez chaudes, en fait. Mais après, c'est ma cliente, elle veut du gris. Je lui fais du gris. C'est du jaune, je lui fais du jaune. Par contre, si ça va pas lui aller, je vais lui dire, franchement, le jaune sur toi. C'est pas terrible. Voilà. Et il y en a qui te demandent aussi carte blanche aussi. Tu dis ça juste parce que tu as cette couleur de tes pardon. Chez nous, c'est... Ouais. Ah, j'aime bien ton modèle Colbato, mais sans Colbato. Ah oui, d'accord. J'aime le caracou, mais sans le caracou. C'est ça. J'aime bien ton caracou, mais sans la broderie. Sans les fentes. C'est ça. Edine, est-ce que le caracou est un vêtement porté exclusivement par les femmes? Non. Ou on peut trouver des hommes avec... Non, il y a des hommes qui portent. Bon, j'ai eu un débat il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui me disait non, ça s'appelle pas caracou pour homme, ça s'appelle jabadouri. C'est horrible, moi je m'en fous, j'appelle ça caracou, point. On l'appelle Edine. Voilà, c'est un Edine, voilà. C'est super long, jabadouri quoi. Non, mais puis ça ressemble à Jabador, le pyjama des Marocains. Non, on va encore créer la confusion et enfin voilà, à un moment donné, il faut arrêter. Et non, parce que regarde, quand tu vois les orchestres Calcabou à Alger. Ouais. Ils ont des vestes brodées en velours. C'est un vêtement qui est totalement mixte, sauf que les hommes en Algérie, ils ont renié totalement le traditionnel. Ils portent le smoking occidental et puis point.
À la rigueur, ils mettent un burnos et puis basta, quoi. Et encore. Ouais. T'as déjà fait créé une veste pour un homme? J'en ai fait, j'ai des clients hommes. Ah ouais. J'ai des clients hommes, ils viennent. Ma femme, elle s'est fait faire un caracou rouge. Je veux un caracou pour homme rouge. Ouais. Ah, c'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. Ouais. Ouais, franchement. Mais une veste homme, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Et tu fais des cafetans aussi ou non? Cafetan algérien, on précise. Vous allez revoir la tête qu'il a fait sur YouTube. On va le retrouver en replay. Je te jure. Non, mais en plus, j'ai des filles qui viennent. Oui, mais c'est pas mes clientes. Ouais. C'est pas des filles qui viennent, qui sont des clientes, c'est juste des abonnés sur Instagram. Pourquoi tu fais pas des caftans? Y en a marre, il y a que des caftans marocains, tu peux pas montrer que nous. Non, c'est pas moi, genre, j'aime pas ça. Bah oui. Genre, un caftan, c'est ennuyeux à faire à mort, c'est un carré de tissu avec 2 rectangles pour les manches, point. C'est la ceinture qui fait le travail, c'est facile à faire, c'est pas intéressant. Ouais. J'aime pas la facilité aussi. On a parlé tout à l'heure du caftan. L'information du jour, le caftan n'est ni algérien ni marocain. Il est turc. C'est Dine Belmadi qui nous l'a dit. Je vais me faire tabasser dans le métro un jour. Alors comme ça, le caftan n'est pas algérien. Les amis, c'est la fin de Scandale Lisotte. Malheureusement, ça s'est passé très vite. Merci Dine Belmadi d'avoir accepté notre invitation. Ça nous a fait plaisir. Super, plaisir partagé. Et, un jour, on portera ton caracou. Inch'Allah. Ouais. Merci beaucoup et merci Menel, merci Nordine et merci Anthony à la réalisation. Merci à nous chères auditrices et auditeurs de nous avoir suivis. Aujourd'hui, on a fait 2 émissions. Vous allez retrouver le replay sur YouTube et je vous souhaite une agréable soirée. Bisous. Ciao, bonne soirée à tous. Ciao. À la semaine prochaine.